Avec son bestiaire qui ne cesse de s'agrandir, difficile de ne pas rêver d'entrer dans le monde merveilleux des Pokémon. Mais tu serais surpris de découvrir à quel point certains de ces adorables monstres de poche ressemblent à des créatures bien réelles de notre propre monde. Des dragons faits de feuilles à un véritable métamorphe, attrape tes Pokéball jeune dresseur, tu vas en avoir besoin. Voici les Pokémon les plus incroyables capturés dans la vraie vie. Roucoule est un vétéran de la première génération Pokémon. C'est l'un des tout premiers Pokémon que les nouveaux joueurs rencontrent en découvrant la franchise. Malgré son nom, Roucoule ne ressemble pas vraiment à un pigeon et fait plutôt penser à d'autres oiseaux de la famille des passereaux, comme les pipites, les alouettes ou encore les moineaux. Roucoule ressemble aussi beaucoup à une femelle cardinale à poitrine rose, comme on peut le voir sur cette comparaison impressionnante partagée par un joueur de Pokémon Go en 2019. Même si son look s'éloigne du pigeon classique, ce Pokémon de type vol partage pas mal de comportements similaires. Les plus connus restent son incroyable sens de l'orientation, utilisé dans le service postal national où ces oiseaux transportent lettres et colis à travers le monde Pokémon. Même si aucun oiseau réel n'arbore exactement la crête de plume hérissée du Roucoule, il existe en ligne plein de fanarts et de montages photos ultra réalistes pour nous faire rêver. De quoi patienter tranquillement en attendant que la science nous offre un jour des Pokémon bien réels. Si Roucoule est indéniablement mignon, certains Pokémon sont beaucoup moins accueillants. Arbok par exemple est un Pokémon de type poison et serpent qui glace le sang de tous les dresseurs qui croisent sa route. Les écailles violettes flashy d'Arbok le rendent unique dans l'univers Pokémon, mais son design s'inspire de serpents bien réels, notamment le cobra indien. Et même si Arbok est une version modifiée du mot cobra écrit à l'envers, contrairement à Arbok, le cobra indien est généralement beige, brun ou vert pour mieux se camoufler de ses proies. Cela dit, les ressemblances physiques entre les deux sont frappantes. Le plus évident, c'est ce fameux capuchon menaçant qui s'élargit de chaque côté de leur tête, chacun exhibant des motifs impressionnants pour intimider leurs ennemis. Tout comme le cobra indien, Arbok est très territorial et n'hésite pas à attaquer des intrus avec ses longs crocs remplis de venin. Mais Arbok n'a pas seulement hérité du venin des cobras, il est aussi capable de broyer ses adversaires comme le ferait un python ou un boa constricteur dans la vraie vie. Si l'essentiel de son design est inspiré du monde réel, l'un de ses pouvoirs vient directement du mythe. Sa capacité regard médusant, qui paralyse ses ennemis de peur, est inspirée du basilic légendaire, une créature mythique capable de pétrifier ou de tuer d'un simple regard. Grâce à la magie de Photoshop, on peut même imaginer ce à quoi ressemblerait un véritable Arbok, comme cette image partagée sur le site Worth 1000 au début des années 2000. Même si certaines espèces de serpents sont magnifiques dans notre monde, j'avoue que je rêverais d'avoir un gros serpent violet comme ça à la maison. D'un reptile redoutable à un autre, il suffit de jeter un œil à Crocorible pour comprendre que ce Pokémon de type sol et ténèbres est clairement inspiré d'un crocodile. Contrairement à la plupart des crocodiliens réels, Crocorible arbore un corps massif de couleur bordeaux, un dos noir et un ventre blanc, mais au-delà des couleurs improbables, il est très proche d'un crocodile bien réel dont tu n'as peut-être jamais entendu parler. Le museau allongé de Crocorible est assez rare chez les crocodiles classiques, mais très similaire à celui du Gavial, un crocodilien spécialisé dans la chasse aux poissons que l'on trouve en Inde et au Népal. Ce museau long et fin permet à ces reptiles de glisser dans l'eau et d'attraper des poissons avec une rapidité et une précision mortelles. En plus de ça, les mâles gaviales possèdent une excroissance en forme de bulbe au bout du museau, qui leur sert à amplifier un sifflement puissant pour attirer les femelles. À cause de la destruction de son habitat, de la chasse et de la surpêche, le gavial est aujourd'hui en danger critique d'extinction. On estime qu'il reste à peine 650 adultes dans la nature, après une baisse de 98% de sa population en moins d'un siècle. Si Crocorible est immortel dans l'univers de Pokémon, espérons que le gavial, lui, arrivera à survivre dans le monde réel. L'un des starters les plus populaires, Bulbizarre, occupe une place spéciale dans le cœur de nombreux fans. Mais si on regarde bien son design, difficile de trouver une seule source d'inspiration dans le monde réel, tant il semble être un mélange de plusieurs animaux. Sa bouche et ses yeux écartés sont des traits typiques de la famille des anours, qui regroupent les grenouilles et crapauds, tandis que le bulbe sur son dos fait penser à une carapace de tortue ou de tortue terrestre. Avec son allure de petite tortue aux yeux boudeuses, une question se pose, existe-t-il des animaux capables de faire pousser des plantes sur leur dos? Sans parler de ces montages de grenouilles avec une gousse d'ail sur leur dos qu'on voit sur Photoshop. Eh bien étonnamment, la réponse est oui. Le trop mignon Costasiella kuroshimae, plus connu sous le nom de mouton-feuille, est une espèce de limace de mer qu'on trouve au large du Japon, des Philippines et de l'Indonésie. Alors que Bulbizarre n'a qu'un seul bulbe emblématique sur le dos, le mouton-feuille, lui, en est recouvert d'une véritable petite forêt. En fait, cette limace de mer est l'un des rares organismes multicellulaires capables de photosynthèse comme une plante. Le mouton-feuille se nourrit d'algues vertes dans l'eau et conserve des cellules végétales spéciales appelées chloroplastes.
Il stocke ensuite ses chloroplastes dans ses appendices verts en forme de feuilles pour produire de l'énergie grâce à la lumière du soleil, ce qui lui permet de survivre pendant des mois sans se nourrir. Ce phénomène porte le nom de kleptoplastie, le mot tiré du grec klepto qui veut dire voleur et plastie pour chloroplaste. Même si le look de Bulbizarre est bien différent, tout comme le mouton-feuille, son bulbe est la source de plusieurs de ses pouvoirs. Avec des attaques comme synthèse, l'équivalent Pokémon de la photosynthèse, Bulbizarre a peut-être bien plus de points communs avec cette petite limace qu'on ne le pensait. Même si Bulbizarre est le tout premier Pokémon du Pokédex, d'autres Pokémon parcourent l'univers de Pokémon depuis des millions d'années. Dans ce monde, les fossiles de Pokémon préhistoriques peuvent être utilisés pour les ressusciter et leur redonner vie. L'un de ces Pokémon fossiles, c'est Kabuto, un type roche et eau que l'on peut ramener à la vie grâce au fossile Dôme. D'après le lore du jeu, Kabuto est officiellement éteint, sauf pour les versions ressuscitées et aurait prospéré il y a 300 millions d'années. Si tu penses qu'une telle histoire appartient uniquement à la fiction, eh bien détrompe-toi. L'origine de Kabuto vient directement de l'histoire naturelle. La seule différence, son équivalence dans la vraie vie n'a jamais disparu. Le cousin réel de Kabuto, c'est le Limule, aussi appelé crabe fer à cheval. Ce sont de véritables fossiles vivants qui existent depuis au moins 445 millions d'années, bien avant les dinosaures. Avec son apparence quasi identique à Kabuto, le Limule est recouvert d'une carapace dure et arrondie, sous laquelle se cache une multitude de pattes et de pinces. Fait étonnant, le Limule n'est même pas un crabe, mais il est plus proche des araignées et des scorpions. Et pour rester dans le style bestiole préhistorique, Kabuto ressemble aussi beaucoup au gigantesque isopode, un crustacé géant que l'on trouve dans les eaux froides et profondes du globe. Les yeux rouges de Kabuto sont l'un de ses traits marquants, et l'isopode partage cette particularité avec ses énormes yeux flippants, heureusement pas rouges. On passe maintenant à des insectes plus costauds, et il te faudra une sacrée équipe Pokémon pour affronter celui-là. Scarino, de type insecte et combat, est très proche du scarabée rhinocéros japonais, connu pour sa force incroyable. Ces coléoptères font partie des animaux les plus puissants au monde par rapport à leur taille et à leur force, capables de soulever 100 fois leur propre poids. L'équivalent humain, ce serait de porter 5 Twingo d'un coup. Fidèle à son nom, le scarabée rhinocéros mâle arbore une corde sur la tête, tout comme Scarino, qui l'utilise pour éjecter ses rivaux amoureux hors de leur territoire, souvent situés dans les arbres. Perso, je règle mes conflits amoureux à coups d'arguments, mais bon, chacun sa méthode. En mode méga évolution, quand ses stats explosent, Mega Scarino adopte un look inspiré du scarabée Hercule. Cet insecte colossal a aussi inspiré le nom de ce type combat, puisqu'Héraclès est l'équivalent grec d'Hercule. Et voilà, tu viens de choper des connaissances dignes d'un dieu antique, de rien. L'un des Pokémon les plus fidèles de Pierre dans l'anime, Kradopo, ressemble beaucoup à une créature bien réelle et pas franchement sympa, la grenouille venimeuse ou Dendrobat. Ce petit animal haut en couleur a développé une apparence flashy pour envoyer un message très clair aux prédateurs, ne t'approche pas. Un phénomène que l'on appelle aposématisme. Même si les vraies dendrobates ne mesurent que 2 à 5 cm de long, elles produisent assez de toxines par leur peau pour être dangereuses pour l'homme. La dendrobate dorée par exemple contient assez de poison pour tuer 10 adultes. Seul Pokémon de type poison combat à ce jour, Kradopo n'est pas le plus solide en défense, mais côté attaque il peut faire très mal. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la vraie dendrobate bleue ne tire pas de fléchettes ni de dards empoisonnés, mais Kradopo compense largement avec son attaque d'art venin, où il frappe son adversaire avec un aiguillon toxique. Franchement, je ne sais pas si ce serait génial ou juste flippant que ces grenouilles puissent vraiment tirer des projectiles empoisonnés à distance, mais je m'atterai direct un anime sur leur sujet. Si une équipe avec Kradopo peut aider les dresseurs à bondir vers de nouveaux sommets, ce Pokémon-là met carrément un POC dans Pokémon. Rien qu'en regardant, tu peux deviner que Picasso est basé sur un pivert, mais attends de voir à quel point il ressemble à une espèce bien précise. Le pic à tête rouge est le plus grand pivert d'Amérique du Nord, et son apparence est tout aussi marquante. Ce grand pivert et Picasso ont tous deux une crête rouge flamboyante, des marques blanches autour du visage et du torse, et un plumage principalement noir. Picasso peut tambouriner jusqu'à 16 fois par seconde pour creuser des trous dans les arbres, mais les pivers réels font encore mieux. Grâce à leurs muscles cervicaux ultra puissants, ils peuvent taper jusqu'à 20 fois par seconde, et un pic à tête rouge motivé peut creuser des trous de 15 cm de profondeur en à peine 2 heures. Jamais un pic de 15 cm n'a été aussi impressionnant. Je vois absolument aucune façon dont cette phrase pourrait être mal interprétée. Très souvent, le nom d'un Pokémon te donne un gros indice sur sa source d'inspiration, et Zigzaton ne fait pas exception à la règle. Avec son nom et son masque de bandit, on pense direct au raton laveur. Mais ce n'est pas tout. Zigzaton partage aussi plusieurs similitudes avec le chien vivrin du Japon. Étrangement, malgré leur nom et leur apparence proche, les ratons laveurs et les chiens vivrins ne sont pas du tout de la même famille. Le chien vivrin appartient à la famille des canidés, aux côtés des renards, chiens et loups.
Alors que les ratons laveurs font partie des Procyon-idés, une famille d'Amérique comprenant des animaux au nom bien fun comme le kinkajou ou l'alinguito. Appelé aussi tanuki, le chien vivrain est une figure incontournable du folklore japonais depuis des siècles. Bien qu'il soit bien réel, le tanuki est réputé pour ses pouvoirs magiques, un peu comme certains Pokémon. La légende raconte que si tu entends de la musique en te baladant en forêt au Japon, c'est peut-être un tanuki qui tape sur son ventre magique pour t'attirer hors des sentiers et te perdre. Zigzaton aussi a sa propre technique de percussion ventrale avec l'attaque cogne au bidon, qui maximise l'attaque du lanceur au prix de ses PV. Si seulement taper sur notre bidon pouvait nous rendre aussi balèzes nous aussi, les guerres ressembleraient vraiment à autre chose. Encore un peu de mignonnerie maintenant. Voici l'un des derniers chiots de la team. Voltutu a été officiellement présenté comme le 835e Pokémon en 2019 et a rapidement conquis le cœur des dresseurs avec sa bouille adorable. Sans surprise, Voltutu est inspiré du meilleur ami de l'homme, un chiot, plus précisément un Welsh Corgi. Son lien avec le monde réel a carrément un côté royal puisque le Welsh Corgi est le chien préféré de la reine Elisabeth II. Et ce n'est pas fini. Les origines british du Voltutu collent parfaitement à la région de Galar dans Pokémon Épée et Bouclier qui s'inspire directement du Royaume-Uni, la classe royale. Pokémon de type sol introduit dès la première génération, Sablette est connu pour ses griffes empoisonnées, un trait qu'on retrouve chez certaines musaraignes capables de mordre avec une salive neurotoxique. Pourtant, malgré son nom qui évoque la musaraigne, Sablette ressemble bien plus à une créature bien réelle, le pangolin de Sunda. Ces animaux étonnants vivent en Asie du Sud-Est et partagent la peau jaune et épaisse de Sablette, qui, chez le pangolin, est composée de près de 1000 écailles, dures en kératine pour se protéger des prédateurs. En cas de danger, aussi bien Sablette que le pangolin se roulent en boule pour se défendre, ne laissant apparaître que leur dos recouvert d'écailles. Et comme tu peux l'imaginer, c'est pas vraiment le genre d'encas facile à croquer. Parmi toutes les catégories de Pokémon, le type glace est l'un des plus rares. Et même si la forme d'Alola de Sablette ressemble à un igloo, le Pokémon suivant va te plonger dans un vrai conte hivernal. Introduit dans la deuxième gène, Cadoiseau est un Pokémon double de type glace-vol et beaucoup de joueurs n'ont pas remarqué à quel point ce petit bonhomme ressemble à un pingouin. Un pingouin qui aurait pris un coup de soleil d'ailleurs. Plus précisément, Cadoiseau est inspiré du Gorfou sauteur, un manchot reconnaissable à ses plumes dressées sur sa tête qu'on peut observer sur les côtes de l'hémisphère sud. Mais surprise, son plumage rouge et blanc ainsi que la touffe de plumes qui ressemble à une barbe sur son torse sont directement inspirés du plus célèbre habitant du pôle Nord, le Père Noël. D'ailleurs, Cadoiseau est la contraction de cadeau et oiseau en référence à sa queue en forme de sac qu'il porte dans ses bras et à sa capacité à distribuer des cadeaux. Comme le Père Noël, Cadoiseau semble avoir sa propre liste de gentils et de vilains, puisque son attaque signature cadeau peut, selon un pourcentage de chance, soit infliger des dégâts à l'adversaire, soit le soigner de 25% de ses PV. On passe de la neige à la mer maintenant, car les Pokémon de type eau représentent environ 20% des entrées du Pokédex, en faisant le type le plus répandu. Rien d'étonnant vu que nos océans sont remplis de créatures étranges et inspirantes. Par exemple, le Dragmara, qui combine dragon et algues dans son nom, ressemble beaucoup à un animal bien réel, le dragon des mers feuillues. Proche cousin de l'hippocampe, le dragon des mers feuillues partage les couleurs fantastiques rose et violet du Dragmara, ainsi que des sortes d'appendices en forme de feuilles qui sortent de son corps. Ce dragon des mers est aussi lié au dragon des mers commun, encore plus camouflés qui se font parfaitement dans les algues pour échapper aux prédateurs, tout comme Dragmara dans son environnement marin. À l'image des phasmes et autres insectes-feuilles sur Terre, ici tout est question de camouflage. Et là, je me demande franchement à quoi ressemblerait l'humanité si on évoluait pour se fondre dans notre décor. Ouais, espérons que ça arrive jamais. Comme les animaux réels, certains Pokémon changent d'apparence selon leur environnement géographique. C'est le cas de Sansoki. Même si les deux formes de ce Pokémon aquatique semblent tout droit sorties d'un univers fantastique, elles ressemblent à un vrai animal marin, la limace des mers ou nudibranche. Ce terme désigne les limaces de mer à corps mou, connues pour leurs couleurs et motifs souvent incroyables. Tout comme le nudibranche, l'apparence de Sansoki varie fortement en fonction de son habitat sous-marin. Tandis que Pokémon n'a que deux formes de Sansoki, il existe environ 3000 espèces de limaces de mer recensées. Pas étonnant donc qu'on trouve des versions qui ressemblent fortement à ces Pokémon multicolores. Le Sansoki de l'Ouest partage plusieurs caractéristiques physiques avec l'Ipselodoris buloki, notamment sa coloration rouge et jaune et ses excroissances caractéristiques. De son côté, Sansoki de l'Est, avec son corps bleu, est très proche de Chromodoris yoshi. Tout comme Sansoki, cette limace possède une frise striée qui sépare le haut de son corps de son ventre ainsi que deux petites antennes. Qui aurait cru qu'une limace pouvait être aussi attachante? Puisqu'on flotte encore, allons faire un tour au fond de l'océan pour trouver l'inspiration de ce Pokémon aussi étrange que culte. Même si l'on n'est pas de type eau, l'équivalent le plus proche du métamorphe dans le monde réel vit dans les profondeurs marines. Si Métamorphe doit sa célébrité à sa capacité de se transformer,
Ce n'est pas vraiment le cas de son sosie réel, le blobfish. Cette masse gélatineuse ressemble à s'y méprendre à un métamorphe, mais fun fact, ce n'est pas son apparence naturelle. En effet, le blobfish ne ressemble à ça qu'une fois hors de l'eau. Dans son habitat naturel, entre 600 et 1200 mètres sous la surface, la pression élevée l'empêche de se déformer et il ressemble alors à un poisson globe pas gonflé. La capacité de métamorphe à changer de forme pourrait aussi être comparée à celle des amibes, des micro-organismes capables d'altérer leur forme en étendant ou en rétractant leur corps. Bon, les amibes n'arrivent clairement pas au niveau de métamorphe qui peut copier n'importe quelle créature ou objet. Aucun organisme sur Terre n'égale vraiment son look adorablement bête et ses pouvoirs, mais certains fans ont déjà créé des figurines en silicone très fidèles. Comme quoi, il n'y a qu'un pas entre le mignon et le carrément répugnant. Dernier arrêt à la surface de l'eau avec Mamambo, un Pokémon introduit dans la 5e génération qu'on trouve dans les océans. Contrairement à la plupart des poissons, Mamambo n'a pas vraiment de nageoire caudale et doit nager grâce à ses grandes nageoires dorsales. Un poisson sans queue, ça paraît fou, mais le design de Mamambo est basé sur le Mola Mola, aussi appelé poisson lune géant qui peut atteindre près de 2 mètres de haut. Comme son nom l'indique, le poisson lune passe beaucoup de temps en surface pour se réchauffer au soleil après avoir plongé en profondeur à la recherche de méduses à se mettre sous les dents. Plus soigneur que combattant, Mamambo apporte un peu de chaleur à l'équipe grâce à sa capacité à soigner les Pokémon blessés et à les ramener à bon port, en parfaite adéquation avec sa forme de cœur. Premier Pokémon de la fameuse lignée évolutive de Dracofeu, peu de starters sont aussi populaires que Salamèche. Sur le plan anatomique, Salamèche partage de nombreux traits avec le Triton ponctué, un amphibien qu'on retrouve un peu partout en Amérique du Nord. Avec sa couleur orange vif, le Triton ponctué ressemble beaucoup à Salamèche, mais la comparaison s'arrête là. Contrairement au Triton qui préfère les environnements humides et riches en feuillage, Salamèche adore les zones chaudes et montagneuses. S'il partage son look avec les tritons, son nom, lui, vient d'un autre amphibien à l'allure proche, la salamandre. Et là, on touche à la légende. Dans le folklore eurasiatique et arabe, les salamandres sont une créature mythique liée au feu, capable de vivre dans les flammes, tout comme le salamèche. Cela dit, si tu penses pouvoir activer les soi-disant pouvoirs pyrotechniques d'une vraie salamandre, tu risques de finir avec un amphibien bien cramé, bien mort et ex-triton. Laisse donc ça à Salamèche. On passe maintenant à un autre starter feu, Fennec, introduit dans la 6e génération. Tu crois peut-être que ses grandes oreilles et sa queue touffue sont dignes d'un dessin animé, mais non. Voici le Fennec, l'animal bien réel qui a inspiré ce petit Pokémon trop mignon. Tout comme Fennec, le Fennec adore la chaleur. On le trouve dans le désert de l'Arava, du Neguev ou du Sahara, où il reste au frais en dormant dans des terriers en journée et sort chasser sous la protection de la nuit. Mais contrairement à son cousin de chair et d'os, le Pokémon flamboyant puise son inspiration dans le folklore japonais et la légende du Kitsune. Le Kitsune est un esprit renard qui possède des pouvoirs surnaturels, comme cracher du feu. Un clin d'œil direct à la capacité spéciale de Fennec, brasier, qui booste ses attaques feu, mais aussi à son aptitude de souffler de l'air brûlant à plus de 200 degrés par les oreilles pour intimider ses adversaires. Le vrai Fennec, lui, utilise ses oreilles pour l'effet inverse, dissiper la chaleur sur une large surface pour se rafraîchir sous le soleil du désert. Et même s'il reste une vraie terreur pour les insectes et petits lézards qu'il chasse, je pense que le Fennec ne rivalisera pas de sitôt avec Fennec pour impressionner ses adversaires. Il est trop mignon. Tu connais d'autres Pokémon réels qui ont inspiré des Pokémon ou des animaux que tu aimerais voir devenir des Pokémon? Dis-le moi dans les commentaires. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.